Bonjour à tous. Je propose que nous commencions, si c'est OK pour la vision. Très bien. Donc bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux avec mes collègues Olivier Lopez et Philippe Cotel de vous présenter cet atelier. François Baume s'excuse, il n'a pas pu se joindre à nous malheureusement cet après-midi. Donc on va parler pendant 45 minutes de risque cyber, des spécificités et des caractéristiques du risque cyber, ce qui fait que ce risque peut être difficilement mutualisable, et on va aussi un petit peu évoquer des modèles mathématiques, statistiques qui permettent de mieux comprendre et de mieux évaluer ce risque. Et on laissera un petit peu de temps à la fin pour vos questions. Donc, on va commencer par une rapide introduction sur le risque cyber. On en a parlé ce matin, il a été évoqué à plusieurs reprises, cet après-midi aussi, mais notamment dans la table ronde des dirigeants ce matin. Donc, donner une définition précise du risque cyber, c'est compliqué. C'est un risque qui a multiples formes et multiples facettes. On peut dire que globalement, c'est issu d'une mauvaise utilisation, d'un dysfonctionnement des appareils et des outils numériques. Donc le risque cyber peut prendre beaucoup de formes. On pense tout de suite à tous les différents types d'attaques malveillantes auxquelles un individu, un État ou une entreprise peut être confronté. Donc on parle beaucoup en ce moment, depuis quelque temps, des rançongiciels qui sont très actifs, notamment depuis la crise Covid. Il y a aussi toutes les attaques par phishing, hameçonnage, des fraudes classiques, comme la fraude au président, qui existait même avant les outils numériques, mais qui sont exacerbés depuis l'apparition de ces outils et leur développement. Donc dans le risque cyber, ce n'est pas toujours des incidents qui sont malveillants. Il peut y avoir aussi une mauvaise utilisation, un dysfonctionnement, un forward de mail avec des pièces jointes et des fichiers sensibles qui sont attachés et qui sont ainsi divulgués. Mais globalement, c'est beaucoup d'incidents volontaires, d'attaques volontaires. Donc un risque avec plein de facettes différentes qui rend donc encore plus difficile son évaluation, un risque avec une composante humaine très importante, le comportement des individus et des différents acteurs, à la fois les attaquants et ceux qui sont sujets et cibles de ces attaques, font de ce risque un risque difficile à évaluer. Donc personne n'est épargné, des individus peuvent être attaqués, les entreprises de toute taille, et puis aussi les États qui sont la cible d'attaques cyber. C'est un risque qui a un coût très important. Il est estimé à environ 1% du PIB mondial donc global. Et c'est un risque qui évolue très vite et qui grandit. On l'a évoqué ce matin, que suite à la crise du Covid, on a vu une recrudescence des attaques cyber. Donc, par exemple, des rançongiciels. Entre l'année 2019 et l'année 2020, il y a environ 3 fois plus d'attaques par rançongiciel qui ont été référencés, qui ont été remontés à l'ANSSI. Donc les hackers n'ont aucun scrupule et appuient sur les vulnérabilités de la société, les vulnérabilités de l'économie, ce qui peut amplifier des crises déjà existantes, comme par exemple la crise pandémique que l'on a connue, que l'on connaît. Alors, un exemple de rançongiciel récent, en mai dernier, qui est Colonial Pipeline, donc juste pour un petit peu illustrer. Colonial Pipeline, c'est un grand fournisseur d'oléoducs aux États-Unis qui a eu une double attaque, donc à la fois un vol de données, je crois qu'il y avait des centaines de gigadoctets de données qui ont été hackées, et puis une attaque par rançongiciel, c'est-à-dire que il fallait payer une rançon si Colonial Pipeline voulait retrouver une activité, de pouvoir utiliser donc les pipelines. Donc l'activité a été interrompue. Il y a eu une rupture d'activité qui a eu, bien sûr, des conséquences au niveau du pays, et même au-delà, quand on voit la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'approvisionnement en pétrole. Donc, pour illustrer, 2 jours après, le président des États-Unis a décrété l'état d'urgence. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement en pétrole, ce qui a entraîné une fermeture d'un aéroport, des compagnies aériennes qui ont dû modifier
modifier leur planning de vol, les cours du baril de pétrole qui ont flambé. Voilà, donc des conséquences en chaîne multiples, donc qui sont arrêtés avec le paiement de la rançon et qui ont permis de reprendre une activité et d'arrêter la crise. Et une deuxième illustration, un autre fait qui est illustré par cette attaque, c'est l'aspect, je dirais, organisation des hackers qui s'organisent avec des services. Ici, là, c'est le groupe criminel DarkSide qui a été identifié, qui semble avoir été identifié derrière cette attaque. Donc c'est un groupe qui permet qui fournit des ransomware, des rançongiciels. Donc on n'est plus au niveau des attaques où on n'est plus obligé d'être un expert en informatique pour pouvoir mener des attaques par rançongiciel. On peut aller dans le magasin de DarkSide et prendre le rançongiciel que l'on souhaite. Bon, alors il faut être coopté, etc. Mais la structure d'attaque, voilà, du risque cyber s'organise et a des forces d'attaque et d'impact de plus en plus importantes. Alors rapidement, pour donner un petit peu une idée des différents types de dommages et de coûts suite à des attaques cyber. Donc ici, c'est un tableau qui date un petit peu puisqu'il était paru dans cet article de 2017. Donc c'est aussi des nombres qui ne sont pas propres à la France mais qui proviennent plus du Royaume-Uni, mais qui illustrent néanmoins les différents types de dommages. Et puis, même si c'est des coûts approximatifs avec des fourchettes assez larges, on voit que l'interruption d'activité est certainement le dommage qui va créer les coûts les plus importants, donc soit pour des petites entreprises ou des plus grandes entreprises, en tout cas beaucoup plus important que juste l'argent, enfin le montant qui est utilisé pour remettre en activité pour répondre à l'incident cyber. Donc ici on a des fourchettes, on a aussi voilà, des coûts estimés, hein, toujours à prendre avec prudence ces chiffres, mais sur la perte de réputation que l'entreprise peut subir après une attaque, la perte d'activité et par exemple des contrats qu'on n'a pas pu faire durant la crise, puisque si on n'était pas opérationnel, le client est peut-être allé voir une autre entreprise. Alors devant cette multiplicité des coûts, eh bien l'assurance cyber doit proposer des contrats qui doivent être collés le plus possible aux besoins et aux attentes des entreprises. Donc ça aussi, ça avait été évoqué ce matin. Outre bien sûr la réparation financière suite à l'attaque, les contrats d'assurance proposent d'autres dimensions, notamment une dimension assistance rapide en cas d'attaque pour permettre à l'assuré de reprendre le plus vite possible son activité pour limiter notamment ses coûts d'interruption d'activité. On a aussi une composante d'aide vis-à-vis des contraintes liées à la régulation. Et puis de communication pendant la période de crise pour limiter les dommages à la réputation. Et puis une composante qui peut être aussi d'autant plus importante pour les petites et moyennes entreprises, qui est la composante de prévention et d'aider les entreprises à mieux évaluer leurs risques et puis à augmenter leur niveau de sécurité vis-à-vis de ce risque cyber. Alors l'assurance cyber, c'est beaucoup développé depuis les années notamment 2015. Donc ici, on a repris les chiffres du panel du sondage du Césin qui mentionne qu'en 2015, il y avait 19% des répondants à ce sondage qui avaient souscrit à une assurance cyber qui est montée à 50% en 2019, 60% en 2020, mais ce développement a plutôt tendance à stagner. Et puis surtout, on a une couverture très inégale entre les grandes entreprises qui sont à plus de 80% et par rapport aux plus petites entreprises qui, elles, ont une couverture très minime, juste 8%.
Donc, pour faire évoluer et que la couverture du risque cyber soit la plus large possible, eh bien, on a besoin de mutualiser, mais on a des caractéristiques de ce risque cyber qui font que la mutualisation n'est pas forcément très facile et qui peut mettre même en danger cette mutualisation. Donc, quelles sont ces caractéristiques de ce risque cyber? Donc, c'est un risque relativement nouveau, même si ça fait plusieurs années qu'on en parle, par rapport à d'autres risques d'assurance, c'est un risque plus nouveau. Puis surtout, il évolue très vite. Le risque d'il y a 10 ans sur le cyber, c'est pas le même qu'il y a 5 ans et qui est même d'aujourd'hui. Donc on a la composante du silent cyber, c'est-à-dire des polices d'assurance qui n'étaient pas spécifiques au cyber, mais qui peuvent être déclenchées pendant un incident cyber. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien identifié. Émilie de la CPR en a parlé tout à l'heure en début d'après-midi. Donc voilà, la CPR il y a 2 ans a demandé à ce qu'il y ait une sorte de ménage un petit peu, qu'on soit un peu plus, les assureurs soient un peu plus précis et vigilants sur ce point-là. Nous, ce qu'on va plutôt évoquer dans cet atelier, c'est les 2 points ici en rouge, c'est que le risque cyber, on a des événements extrêmes avec des pertes très importantes qui peuvent arriver. Et puis, on a aussi un risque d'accumulation, c'est-à-dire d'un événement, un cyber-ouragan, une cyber-pandémie qui toucherait un très grand nombre d'assurés, un très grand nombre de personnes dans la population ou d'entreprises. Donc une concentration d'incidents qui ferait que, eh bien, on peut perdre la mutualisation. Donc c'est ces 2 points qu'on va évoquer dans cet atelier. Ce problème de mutualisation et d'évaluation du risque est d'autant plus difficile qu'on a peu de données fiables qui complexifie beaucoup la tâche de l'actuaire et des académiques pour évaluer ce risque. Quelques études commencent à voir le jour et je laisse la parole à Philippe Cotel pour nous parler de l'étude qu'il a menée avec l'AMRAE sur la lumière sur la cyberassurance. Merci Caroline. Bonjour, donc je me présente, Philippe Cotel, je ne suis pas actuaire. Je peux rester? Donc je suis risk manager de Airbus Defence and Space et je suis en charge du programme d'assurance cyber d'Airbus. Je suis aussi président de la commission cyber à l'AMRAE. L'AMRAE, c'est l'association des management des assurances et des risques pour les entreprises. Et donc ça rassemble à peu près tous les risk managers, enfin une grande partie des risk managers français. Et je suis aussi vice-président de FERMA, qui est l'association européenne des risk managers. Alors, Lucie. Lumière sur la cyberassurance. Ça marche aussi en anglais, c'est Lights Upon Cyber Insurance. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'effectivement, en début d'année, on a eu beaucoup de retours de nos membres sur le fait que les renouvellements de l'assurance cyber étaient très compliqués et que les conditions données par les assureurs étaient devenues extrêmement dures et que le dialogue avec les assureurs était difficile à établir puisqu'ils avaient l'impression que les réactions étaient plus irrationnelles, émotionnelles, non fondées sur des éléments concrets. Et les éléments concrets, ils n'existent pas. Et comme l'a souligné Caroline, le problème du cyber, c'est le manque de données fiables. Alors des analyses, des études cyber, il y en a toutes les semaines ou tous les 15 jours qui sortent, avec des super chiffres. Et le problème, c'est que si vous demandez à des fournisseurs de serrures des statistiques sur les cambriolages, eh bien, ils vont sortir des études. Et ces études, elles sont absolument catastrophiques. Il faut vraiment racheter des serrures très très rapidement. Mais au-delà de sondages sur des échantillons qui ne sont pas forcément représentatifs, avec des données qui ne sont pas fiables, il n'y avait pas grand-chose. Alors, on a décidé de faire une étude qui avait pour but d'être exhaustive, c'est d'ailleurs pas de sondage, et quantitative. Donc, pour ça, on a décidé d'approcher tous les courtiers français, les plus grands de la place, et en leur demandant non pas un sondage sur leurs clients, mais de nous donner des informations sur l'ensemble de leur portefeuille. C'est-à-dire tout leur portefeuille. Et
nous avons donc rassemblé les données de chacun de ces courtiers-là, on les a agrégées pour donner une nouvelle donnée complète sur l'ensemble des données de tous les courtiers français. Et donc ça, ce n'est pas un sondage, c'est véritablement toutes les entreprises françaises qui passent par un courtier d'assurance pour souscrire une assurance cyber spécifique. Alors vous allez me dire toutes, oui, mais il y a des entreprises qui ne passent pas par des courtiers. Vous avez raison. Donc nous allons continuer à travailler sur ces sujets, notamment les PME peuvent aller voir des agents d'assurance, mais on considère que pour cette première étude, on avait aujourd'hui, avec cet élément-là, des éléments fiables sur la majorité, l'immense majorité du marché de l'assurance cyber en France. Avec 2 années d'études, 1880 polices, 320 sinistres assurés. Donc on parle uniquement de sinistres assurés. Et ce que nous avons vraiment cherché, c'est à comprendre par taille d'entreprise, par nature de sinistre, comment les chiffres allaient pouvoir être interprétés. Avec donc des conclusions qui sont assez intéressantes. D'abord, évidemment, le loss ratio. La différence entre 2019 et 2020 est assez spectaculaire en termes d'évolution du rapport sinistre à prime. Vous aimez les chiffres, eh ben vous allez en avoir. Donc, on passe de 84% de loss ratio à 167%, un doublement du loss ratio et un triplement des indemnisations. Mais on a été plus loin que ça. On a regardé l'évolution des primes par catégorie d'entreprise. Et donc, par rapport à des sondages que, par exemple, le Césin pourrait avoir, ici, donc, nous avons des données sur l'ensemble des entreprises qui souscrivent une assurance cyber. Et on voit que près de 87% des entreprises larges souscrivent une assurance cyber. Par contre, on voit que la capacité, le capital qu'elles assurent est de l'ordre de 40 millions d'euros, ce qui est très faible quand on parle de sociétés qui ont plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires. Et pour les sociétés intermédiaires, là on a aussi une croissance très importante entre 2019 et 2020, mais ça représente guère plus que de 8% des entreprises de cette taille-là, qui sont entre 50 millions et 1 milliard, donc des grosses entreprises. Et encore, celles qui s'assurent en moyenne pour 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est très faible. Quant aux entreprises inférieures, leur part est extrêmement limitée. Sur la fréquence. Alors, vous avez tous entendu qu'effectivement, en 2020, la fréquence des sinistres avait augmenté. Ben, ce n'est pas ce qu'on a vu, nous. On a vu que la fréquence des sinistres assurés est restée stable. Et ça, quand on parle de fréquence, nous, on l'a défini comme étant le ratio entre le nombre de sinistres et le nombre d'entités qui étaient assurées. Et ça, c'est intéressant parce que si on regarde la sévérité, par contre, des sinistres, elle a évolué très significativement. Là, ce graphe-là, c'est pour les grandes entreprises et pour les entreprises intermédiaires. Entre 2019 et 2020, la fréquence et la sévérité. C'est-à-dire que pour des sinistres entre 0 et 300 000 euros, il y a 85% des sinistres qui sont entre 0 et 300 000 euros. Et la somme totale des sinistres entre 0 et 300 000 euros, c'est 3,7 millions. Donc vous voyez, donc il y a 5% de sinistres entre 3 et 10 millions, et la totalité fait 16 millions. Ce qu'on voit entre 2019 et 2020, c'est que le sinistre moyen n'existe pas. Par contre, la distribution elle est intéressante. C'est qu'on voit qu'en 2020, ce qui apparaît, ce sont des sinistres entre 10 et 40 millions, qui représentent une part faible du nombre de sinistres. En fait, il y en a 4. Mais ces 4 sinistres-là suffisent à payer 130 millions d'euros. 130 millions, c'est la totalité de la prime du marché français. C'est 2 fois la sinistralité de 2019.
pour 4 sinistres. Et ça, c'est vraiment un élément qui nous a permis de mieux comprendre l'évolution de ce marché. Ainsi que pour les entreprises intermédiaires, ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à ce qu'on s'attendait, les entreprises intermédiaires ont eu des sinistres significatifs en 2019. Parfois jusqu'à 10 millions. Et si en 2020, ces entreprises-là ont eu beaucoup moins de sinistres, c'est peut-être aussi parce qu'effectivement, il y a eu un resserrement des conditions sur ce secteur-là, avec des assureurs qui se sont dit peut-être que finalement ce marché qui semblait plus facile à comprendre n'est pas si certain que ça. Alors, si on regarde ce que ça donne en comparaison, on voit que entre 2019 et 2020, par taille de sinistres, eh ben, ce sont des années à peu près comparables, sauf ça. Donc, hormis ces 4 sinistres-là, les 2 années auraient été à peu près homogènes. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que pour les assureurs, on est face à un phénomène où la sévérité des sinistres a augmenté très significativement. Et ça, ce sont des études qu'on a publiées avec l'accord de tous les courtiers et qui aujourd'hui est, je pense, reconnue comme une référence par l'ensemble de la communauté, que ce soit les risk managers, les courtiers ou les assureurs, qui, dès qu'ils sortent des chiffres sur le marché, utilisent nos chiffres comme étant une référence fiable. C'est aussi intéressant pour l'État parce qu'il n'y avait pas de mesure jusque-là du risque pour l'économie française correspondant à toutes les entreprises qui ne souscrivent pas de l'assurance cyber. Et enfin, on est aujourd'hui associé aux initiatives du ministère de la Finance sur le développement d'une offre d'assurance cyber pour l'économie française. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut le faire au niveau européen. On est en train de lancer cette étude-là au niveau européen. On doit aussi mieux comprendre et faire comprendre aux assureurs aussi comment le besoin des entreprises évolue pour faire en sorte que ces assureurs soient capables de nous offrir des propositions qui correspondent à notre besoin, à la fois sur la durée et sur les capacités qui seront proposées. Voilà. Alors merci Philippe, je vais prendre la suite. Donc bonjour à toutes et tous, je me présente rapidement, je m'appelle Olivier Lopez, je suis directeur de l'ISUP juste à côté, à quelques rues d'ici. Et je reconnais d'ailleurs certaines anciennes victimes parmi vous qui n'ont pas l'air trop traumatisées. Donc ce dont je voudrais vous parler, ce dont on va vous parler avec Caroline, justement à la lumière de ces chiffres qui ont été présentés par Philippe, c'est un peu une présentation de différentes techniques, en tout cas des problématiques qui se posent pour répondre à cette question qui est souvent posée, qui est sans doute une question pas tout à fait bien posée, qui est est-ce que le cyber-risque c'est assurable ou non? On entend beaucoup cette question. Alors pourquoi je dis que c'est pas forcément une question tout à fait correcte? Parce que déjà il est assuré, donc c'est bien une part, on l'espère, doit être assurable. En tout cas, il va falloir la gérer. Et bien entendu, dans cette gestion, la question, c'est moins de savoir si c'est assurable, mais surtout comment maîtriser ce risque. Alors la maîtrise ne va pas passer, bien entendu, que par l'assurance. La première façon de le maîtriser, c'est bien sûr la prévention, les mesures de sécurité et autres. Mais nous, l'élément sur lequel on travaille depuis quelques années avec Caroline sur ces questions de modélisation du risque cyber, c'est comment réussir à mieux maîtriser ce risque en le comprenant mieux, en faisant un travail statistique qui va permettre de réduire un petit peu les incertitudes. Alors déjà, il y a une façon de réduire les incertitudes qui est un petit peu extrême et qui répond à cette question d'assurabilité. Si on n'est pas capable de maîtriser, eh bien, on va chercher à exclure de la garantie un certain nombre de choses. Alors, c'est peut-être nécessaire sur un certain nombre de sinistres qui seraient vraiment cataclysmiques, mais la question là-dedans, c'est déjà comment on trace une ligne entre ce qu'on doit exclure et ce qui doit répondre aussi aux attentes des assurés, puisqu'il s'agit aussi d'offrir des produits dans lesquels chacun se retrouve.
Cette problématique également du silent cyber qui a été mentionnée tout à l'heure par Caroline, qui est de faire ce nettoyage des garanties pour être sûr qu'on sait ce qu'on a assuré, qu'on n'a pas du cyber résiduel dans d'autres garanties. Et ensuite, il y a cette introduction de limites potentielles aux indemnisations pour essayer de lisser un petit peu ce qui va se passer. Alors, comme on l'a vu un petit peu sur les chiffres que présentait Philippe, on est dans une situation où on a des coûts qui sont extrêmement volatiles. Volatiles à tel point qu'on peut les classer dans la catégorie de ce qu'on va appeler les risques extrêmes au sens de la théorie des valeurs extrêmes. Alors, comme je vous ai dit, il y a des traumatisés dans cette salle qui m'ont eu en cours, donc je vais éviter au maximum les équations sur la théorie des valeurs extrêmes. Mais très rapidement, on le sait bien, en tout cas les actuaires le savent bien, il y a un certain nombre de distributions qui sont vraiment méchantes, qui sont ce qu'on appelle les distributions à queue lourde, heavy tail, et qui correspondent à des situations où on peut avoir des événements particulièrement désagréables, c'est-à-dire avec un coût très important, qui se produisent avec une probabilité certes faible, mais pas si faible que ça, suffisamment forte pour être assez inquiétante. Et ce qui va définir un petit peu la mesure de à quel point la situation est problématique, c'est ces notions de tail index, d'indice de queue, qui est un indicateur, il y a plusieurs paramétrisations, mais si vous voulez, en général, on a, s'il est trop grand, et bien là, dans cette situation, on perd la notion de variance. Donc la gestion du risque en équilibre moyenne variance disparaît, et s'il est encore plus grand qu'une certaine valeur, eh bien dans ce cas-là, on est même dans une situation où on ne peut même pas définir le scénario moyen, on est dans une situation qu'on pourrait appeler mathématiquement inassurable. Alors, en fait, on peut toujours s'en sortir, parce que si on introduit une limite, là, il n'y a plus de queue à distribution, il n'y a plus de queue lourde. Sauf que ça, c'est une façon un peu artificielle, purement mathématique, de résoudre le problème. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un phénomène à queue lourde, même si vous introduisez des limites d'indemnisation, les limites que vous allez devoir introduire pour être capable d'avoir quelque chose de gérable, elles vont être d'autant plus antipathiques que le gamma est grand. C'est-à-dire que même si vous introduisez des limites, vous ne ferez pas l'économie de comprendre cette queue de distribution, de comprendre cette sévérité, parce que si vous le faites, vous allez rater en fait la bonne valeur de la limite qui va être impactée par cette étude-là. Et donc ce qui est important, c'est cette idée qualitative aussi qui fait partie d'un des axes de nos travaux, qui est que en fait, si on se retrouve avec une situation avec un gamma très élevé, on offre des couvertures très pauvres, parce qu'il faut introduire des contraintes énormes dans l'indemnisation. Alors pourquoi je mentionne ça? Parce qu'en fait, Caroline l'a un peu expliqué brièvement au début de l'exposé, mais derrière le cyber, il y a énormément de situations. Il y a énormément de situations en termes d'incidents, il y a énormément de situations en termes également d'individus, d'entités qui sont assurées. Donc typiquement, quand on regarde un ensemble d'événements cyber, on est face à une population en termes de données qui est hétérogène et qui est violemment hétérogène. Et en fait, si vous prenez un petit exercice tout simple qu'on utilise pour traumatiser nos étudiants, avec une population de sinistres qui est composée de deux types de risques avec cette composante extrême. Il y a un premier type où vous avez... où c'est grave, mais pas trop, quoi. Voilà, on va réussir à le gérer, et une partie où là, c'est vraiment grave. Et bien sûr, vous avez tous les intermédiaires. Eh bien, si vous faites de la statistique uniquement sur ces données-là, sans réussir à retracer quelle est la bonne population, vous allez vous aligner sur le pire des scénarios. Donc en fait, vous allez toujours avoir tendance à voir la queue de distribution écrasée par la queue la plus lourde. Et dans cette situation-là, si vous faites l'autruche, si vous n'utilisez pas les informations pour comprendre ce qui rend le gamma différent pour deux types de populations, eh bien, vous arrivez à une situation moins satisfaisante que si vous arrivez à comprendre justement, à réidentifier ces différentes classes de risques, de façon à être capable peut-être de proposer des meilleurs contrats à la population la plus gérable, sans forcément pénaliser l'autre d'ailleurs, puisque ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, avoir une base
potentiellement plus importante sur laquelle vous mutualisez, puisque vous attirez plus de bons risques dans votre portefeuille. Donc tout ça pour dire sur ces premières questions, sur cette question des risques extrêmes, bien sûr il y a la première solution qui est d'essayer de les réduire via ce que j'expliquais, les questions de prévention, mais il y a aussi une tâche importante, particulièrement pour nous actuaires, pour essayer de mieux analyser cette queue de distribution, c'est de récupérer des données, d'avoir des informations justement pour être capable d'effectuer cette analyse qui est assez complexe, parce que sans ces informations-là, on se retrouve avec une incapacité de gérer de façon satisfaisante le risque, simplement par ignorance d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'était pour la partie extrême, et puis je vais passer le micro à Caroline qui va parler également des scénarios d'accumulation. Merci Olivier. Donc, oui, la dernière partie de cet atelier, c'est de parler d'une autre cause possible de problématiques pour la mutualisation du risque cyber, outre l'arrivée d'événements avec des coûts très importants, et les phénomènes et le risque d'accumulation que beaucoup d'événements cyber arrivent de façon simultanée. Donc dans nos travaux, on a essayé de proposer des méthodes ou une méthode de génération de scénarios d'accumulation pour traduire et quantifier l'impact d'une cyberpandémie sur un portefeuille d'assurés ou plus généralement sur une population. Donc les modèles que nous avons proposés sont des modèles qui sont inspirés des modèles de contagion dans les pandémies virus virales, qui sont des modèles compartimentaux SIR pour susceptibles, infectés et recovered ou guéris. Et on a utilisé plus particulièrement des modèles qu'on appelle multigroupes, c'est-à-dire en distinguant différents types de populations, donc groupes à déterminer bien sûr, pour essayer d'avoir des groupes relativement homogènes, et puis surtout pour essayer de traduire des effets de network, de contagion entre différents groupes, par exemple différents secteurs d'activité. Donc, dans ces modèles CIR, donc vous avez des groupes en vert de susceptibles qui sont susceptibles d'être infectés. Une fois qu'ils sont infectés, ils passent en X, ils sont en rouge. Et puis R, ils ont retrouvé leur état entre guillemets normal, ou en tout cas, ils sont sur le chemin de la guérison. Ils peuvent en tout cas recommencer à faire une activité, ou tout du moins ils ne sont plus contagieux. Donc, des susceptibles. Alors là, ici, on a reproduit une figure qui est dans un papier de 2018 où on a juste deux classes. Donc, dans une première classe, au contact des infectés de la même classe, ils deviennent infectés avec un coefficient de contagion d'infection qui est bêta 1,1, mais peuvent aussi devenir infectés au contact d'infectés d'une deuxième classe avec un coefficient de contagion bêta 1,2, et de même pour la classe 2. Donc en fait, la connectivité de ce modèle se traduit par une matrice bêta d'infection, qui sont donc ces coefficients. Et puis, on peut ajouter plusieurs variantes à ce modèle, notamment la possibilité d'une attaque initiale sans contagion, donc qui va une sorte de bombardement sur une certaine classe, qui va faire passer de la classe susceptible à la classe infectée avec une certaine intensité, un certain taux de hasard alpha. Donc on peut être bombardé juste une classe soit cible de l'attaque, ou alors plusieurs classes. Donc ce sont ce type de modèles qu'on peut utiliser. Donc ensuite, on peut utiliser, voilà, on a pas mal d'outils pour arriver à faire parler ces modèles-là. La grande difficulté est de les calibrer, parce qu'on ne peut pas prendre comme ça des valeurs de paramètres qui seraient des valeurs de paramètres de modèles pour le Covid, pour la grippe H1N1 ou d'autres pandémies biologiques. Il faut vraiment, les paramètres sont vraiment éloignés il faut arriver à notamment calibrer cette fameuse matrice de contagion qui est vraiment au cœur du modèle. Alors ici, ce qu'on a proposé avec des collègues d'Etralytics qui nous ont permis de calibrer cette entre guillemets matrice d'interaction qui traduit les effets de contagion entre les différents secteurs. Donc ils ont repris des données de l'OCDE, donc des
des échanges de valeur ajoutée entre différents secteurs d'activité. Et à partir de ces données-là, a été traduite en termes de matrice de contagion qui est donc renormalisée à 1. Donc pour traduire les effets de connexion entre les différents secteurs d'activité, donc ça c'est le premier point. Et puis ensuite il faut essayer de savoir quel est globalement, d'un point de vue agrégé, quel est le bêta de contagion de l'épidémie cyber qu'on cherche à modéliser. Donc on a reproduit une attaque de type WannaCry, on a repris des données WannaCry, notamment de la dynamique de l'épidémie WannaCry via des paiements en Bitcoin des rançons qui sont payés, pour avoir un bêta agrégé de cette épidémie-là, et qu'on a multiplié avec cette matrice de contagion qui était renormalisée à 1, toutes les lignes et toutes les colonnes, toutes les cases somment à 1, pour calibrer notre modèle multigroupe CIR. Donc typiquement, c'est grâce à ce modèle-là, on peut reproduire des dynamiques suivantes qui suivent un petit peu les dynamiques de WannaCry, donc par différents secteurs d'activité. Donc ici, on a traduit, c'est la dynamique pour une attaque qui attaque juste un des secteurs d'activité, en l'occurrence mining, et on regarde au cours du temps, donc on a pris ici l'échelle de WannaCry, environ 10 jours, la proportion d'infectés au cours du temps par rapport à l'épidémie, donc c'est en pourcentage. Donc on a coupé pour le mining, puisque très vite, au bout de quelques heures, on arrive à 70% d'infectés, mais on voit que la contagion, au fur et à mesure, se fait sur différents secteurs, plus ou moins rapidement, un pic plus ou moins important selon les différents secteurs. Donc une fois que le modèle est calibré, eh bien, on peut, entre guillemets, jouer, ou en tout cas l'utiliser pour quantifier le risque, quantifier quels sont les secteurs d'activité les plus sensibles, les plus contagieux, et quels seraient les impacts de mesures de protection et de prévention pour réduire ce risque-là. Et ça, c'est Olivier qui va vous en parler. Merci. Alors, je vais peut-être juste avant commencer par un petit disclaimer pour revenir un tout petit peu sur cette matrice. Ne croyez surtout pas ces chiffres. Alors pourquoi on vous les montre? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est des chiffres raisonnables. Ce qu'on a voulu dans ces travaux, c'est montrer des méthodes de calibration et ce qu'on pouvait en faire qui étaient relativement raisonnables. Mais bien entendu, tout l'art, il est de calibrer de façon plus fine et en tenant compte de l'information qu'il y a dans un portefeuille d'assurance qui est particulière d'un assureur à l'autre, d'être capable de calibrer ce type de matrice de façon assez fine. Donc il ne faut surtout pas utiliser tel quel, c'est plutôt une espèce de benchmark qu'il faut comprendre pour cette matrice qui nous donne un peu, qui nous explique comment tel ou tel secteur se contamine ou pas dans des événements contagieux. Donc juste ce que je vais vous expliquer très brièvement sans parcourir les nombreux tableaux de chiffres qui sont dans la suite, c'est essayer de vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, pourquoi, ce qu'on peut faire, quels sont les jeux qu'on peut avoir, pas très rigolo, avec ce type de modèle. Donc tout d'abord, pour rappeler, la grosse question qui préoccupe quand on regarde ça, c'est quelque chose qui n'est pas observé à l'heure actuelle. Si on regarde les données de l'AMRAE, on se retrouve avec une stabilité de la fréquence entre 2019 et 2020, comme l'a signalé Philippe tout à l'heure. Mais la grosse question, c'est de savoir s'il y a un événement massif qui touche plusieurs secteurs, comment on va s'en sortir et comment on se prépare à ces choses-là. Donc là, notamment, parmi les travaux qu'on a menés, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, il y a différents secteurs d'activité. Qu'est-ce qui se passe si on n'attaque qu'un seul de ces secteurs? Si des hackers attaquent qu'un seul de ces secteurs, comment ça se propage aux autres? Et quels vont être donc à la fois le nombre total de victimes et également le fameux pic de l'épidémie, puisqu'on a des simulations temps réel de ce qui peut se passer dans ces différents scénarios. Donc ça, c'est la première chose. Avec ces outils, vous pouvez regarder quelle va être finalement la partie qui est peut-être la plus fragile et sur laquelle il faut axer à la prévention. Et alors là, beaucoup de chiffres, mais simplement pour vous expliquer la logique, j'ai plus beaucoup de temps pour tous vous les commenter. On va surtout, c'était pas prévu de les commenter tous, ceci dit, mais ce qu'on peut aussi voir, c'est des effets assez intéressants sur la prévention et la réaction des différents secteurs.
ce qu'on peut simuler une fois qu'on a cette dynamique de contagion, c'est des réactions des différents acteurs. À partir du moment où on a identifié qu'il y avait une attaque qui était en cours, certains vont avoir tendance à se protéger avec un certain taux. Et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre dans nos travaux et de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le secteur qui est attaqué qui réagit, notamment. Et ce qu'on peut voir, c'est que notamment, là dans notre exemple, il faudrait détailler les chiffres, mais le secteur des services joue un rôle particulier, c'est-à-dire que même si ce n'est pas lui qui est attaqué, du fait qu'il est en communication avec plein d'autres, eh bien, le fait de l'avoir protégé et de lui avoir permis de réagir tôt va pas faire de miracle, mais va en tout cas avoir une tendance également à atténuer la propagation. Et également, ce qu'on peut regarder avec ce type de modèle, alors je vais y aller très vite, mais ce qu'on peut regarder, c'est quelle est la configuration optimale des différents secteurs. Enfin, optimale, c'est beaucoup dire, mais là, vous avez par exemple donc, des secteurs qui sont représentés par cette matrice. Plus les coefficients sont rouges, plus ça veut dire qu'on se contamine beaucoup entre les secteurs correspondants. Donc, vous voyez, la première structure, c'est un cas où vous avez des choses assez cloisonnées. Vous avez des secteurs qui se contaminent beaucoup eux-mêmes, mais qui contaminent relativement peu les autres. Et vous avez un secteur qui est diamétralement opposé, c'est-à-dire on est bien protégé contre ses pairs, mais par contre, on ne fait pas attention à l'extérieur. Et on peut voir assez facilement là-dedans, et on arrive à le quantifier, quel va être l'impact d'avoir une structure telle que celle-là par rapport à celle-là, dans le sens où dans celle-là, en fait, très rapidement, on se retrouve avec une épidémie généralisée parce que certes, on est très bien protégé contre ses pairs, mais rapidement, ça se ventile dans toutes les autres classes. Donc, pourquoi on vous présente tous ces outils? C'est parce qu'en fait, c'est des éléments qu'il faut travailler, qui sont récents, mais qui viennent répondre à une question de diversification des risques, qui est une question qu'on sait à l'heure actuelle pas très bien traiter dans le contexte du cyber et qui est sans doute l'objectif d'après. Donc là, vous avez un exemple en catastrophe naturelle de non-diversification des risques. Si ça, c'est mon portefeuille d'assurés, j'en ai peut-être beaucoup, mais vous voyez, s'ils étaient assurés contre l'inondation, il y a eu un seul sinistre, mais qui a englouti tout mon portefeuille et qui a empêché la mutualisation. Donc, typiquement, c'est ce genre d'événement contre lequel il faut réussir à se prémunir, mais toute la question, c'est d'être capable, et c'est là-dessus qu'on travaille, de construire des outils qui permettent cette diversification, notamment avec la difficulté que là, en risque naturel, on sait très bien qu'il ne faut pas assurer tout le monde au bord de la même rivière, parce qu'il y a une notion de proximité géographique qui est liée au risque. La proximité géographique dans le champ du cyber, c'est quelque chose qui est plus difficile à évaluer. Voilà, donc c'était la fin de ce qu'on voulait vous présenter. On a mis à la fin des slides quelques références vers les différents travaux qu'on a pu effectuer sur ces sujets, donc notamment sur les questions de propagation et sur les questions de fréquence et d'événements extrêmes dont on parlait. Voilà, merci pour votre attention. Donc on a peut-être le temps pour quelques questions. L'autre atelier commençant dans 5 quarts d'heure, je pense. 10 minutes, si vous avez des questions. Je commande. Vous avez levé en premier. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous avez identifié des secteurs totalement indépendants en termes de propagation? Non, alors d'autant que là, si vous voulez, c'est des secteurs qui sont assez grossiers. Ce qu'on a pris dans cet exemple benchmark, c'est une hypothèse très forte, c'est-à-dire qu'on a regardé comment des secteurs étaient liés économiquement. Et on a fait l'hypothèse que ce lien économique se transposait dans l'environnement numérique. C'est pas si évident que ça. Et là, on est sur une granularité qui est assez grossière. Donc, il est clair qu'on ne va pas trouver d'indépendance. D'accord. Après, tout dépend en fonction des données, en fait, qu'on peut. Voilà, c'est vraiment un benchmark un peu grossier, mais qui permet d'avoir des valeurs un petit peu raisonnables. Mais la difficulté, c'est d'avoir des données effectivement beaucoup plus précises qui permettent de mieux connaître ces notions de connexion entre différents secteurs et à raffiner éventuellement les secteurs. D'accord, merci. Donc
Donc ma question concerne la notion de sinistre. Quand vous parlez de sinistre ou de montant réglé, est-ce que c'est la facture payée par l'assureur? Parce qu'un incident cyber, il peut avoir plusieurs conséquences, donc du coup plusieurs sinistres. Et tout ça, c'est juste pour voir la finesse de la fréquence modélisée. C'est une bonne question. Merci. Je vous en prie. Donc, dans Lucie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris en compte les sinistres tels que déclarés via les courtiers aux assureurs. Et en faisant en sorte de prendre en compte qu'on peut avoir des sinistres à développement plus ou moins long. Dans l'étude, on a essayé de voir quels sont les sinistres qui sont liés à du first party, donc du dommage matériel subi, enfin du dommage subi par l'entreprise ou de la perte d'exploitation, ou bien de la responsabilité au tiers. Plus de 95% des sinistres déclarés sont du first party. Et dans ces sinistres-là, les plus gros qu'on a vus sont principalement liés à de la perte d'exploitation qui, effectivement, prend 3 à 6 mois de développement. Donc on a fait en sorte de vérifier que dans les chiffres qui nous ont été donnés par les courtiers, on avait pris en compte le fait que le chiffre final, c'était le chiffre tel que estimé finalement par l'assuré à la fin de sa période de crise. Donc on pense qu'effectivement ces chiffres sont fiables et permettent de pouvoir véritablement comprendre quelle est la dynamique aujourd'hui en termes de sévérité sur les sinistres tels que ça apparaît sur le marché. Parce que aussi, juste pour compléter, la granularité, donc, elle permet aussi d'améliorer la matrice de contagion. Parce que s'il y a plusieurs conséquences, puis après, donc ça permet de peaufiner donc, cette matrice. Merci. Oui, effectivement, dans l'idéal, d'avoir une plus grande vision, une meilleure vision des différentes composantes aiderait à une meilleure évaluation. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai une question assez rapide. Tout à l'heure, vous avez présenté la matrice de contagion et vous avez dit que celle-ci aurait été normalisée à 1 par ligne. Donc, j'aimerais savoir si on devrait les lire comme des probabilités de contagion. Si oui, comment les calibrer? Non, ce n'est pas tout à fait des probabilités de contagion. Faudrait écrire des équations là-dessus. C'est des paramètres qui interviennent dans ce graphique ici, c'est-à-dire qui donne des taux de passage moyens d'un état à un autre. Donc ces paramètres bêta, c'est lié en fait à quel point c'est contagieux. Si vous voulez, dans les paramètres, il y a ça, c'est à quel point on stoppe relativement vite d'être contagieux ou pas. Et les paramètres bêta, c'est à quel point la catégorie I contamine la catégorie J. Et ensuite, ce qu'on a ici, c'est qu'on a justement un paramètre qui fixe l'intensité globale et ensuite quelque chose qui est normalisé pour définir la contagion. C'est juste une convention. On est obligé, pour rendre le modèle identifiable, d'avoir une convention. Et ici, c'est celle qu'on a choisie. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est des modèles qui servent à, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, à décrire une dynamique globale sur un secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on va être à un niveau macroscopique qui dépasse le portefeuille. Et ensuite, le portefeuille, c'est un échantillon au sein de la population globale. Et de ça, on va ensuite extraire des probabilités. Mais là, on est sur un modèle qui est déterministe pour cerner cette évolution parce qu'on regarde en fait quelque chose qui se passe peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas dans une population beaucoup plus vaste que le portefeuille. Et l'aléa s'introduit ensuite quand on pioche les différents assurés. Et c'est expliqué de façon plus détaillée dans la Détranote, notamment cet aspect piochage. Juste le calibrage de ces paramètres, du coup, comment il est fait? Alors là, sur cette question-là, en gros, il faut avoir une mesure du flux qu'il va y avoir entre différents secteurs. Donc là, ce qu'on a voulu dans ce travail, c'est le faire uniquement à partir de données publiques. Donc les seuls flux qu'on a pris, c'est ce que je disais, c'était des flux de valeur ajoutée, des flux économiques entre secteurs, avec cette hypothèse que je disais très forte, de dire que c'est pareil ensuite dans le monde numérique. Pour bien le faire, il faut avoir justement des mesures plus ou moins précises de ces flux numériques et il faut aussi avoir potentiellement
des données de sinistre au niveau du portefeuille qui vont nous permettre d'affiner les choses par rapport à cette benchmark, cette espèce d'a priori qu'on a sur la transmission. Merci. Voilà. Le bêta global, lui, est calibré sur, enfin, est estimé un peu grossièrement sur les quelques données qu'on a sur l'attaque WannaCry, notamment la dynamique de l'attaque WannaCry via le paiement des rançons. Et à nouveau, des hypothèses assez fortes sont faites. Voilà. Il y avait une question. Oui. Bonjour. Justement, précisément par rapport à cette notion de métrique de la valeur ajoutée que vous avez utilisée pour modéliser les échanges entre secteurs, est-ce que c'est corroboré par des faits, justement, le fait que le risque cyber est justement bien représenté par cette métrique-là? Sinon, est-ce que vous conseillez d'autres métriques? Alors, moi, je conseille des métriques qui sont basées plus sur des échanges numériques. En toute la question est à quel point c'est bien représenté. Et ce qu'on cherche aussi à faire avec ces modèles. Qu'il y ait un lien entre les échanges économiques qu'on a et les échanges numériques qu'on a avec un certain secteur, c'est assez raisonnable de le conjecturer. Ensuite, il faut bien voir que ça, c'est censé être une vision grossière, une vision benchmark. On est dans la construction de scénarios qui sont raisonnables, parce que comme je le disais auparavant, il n'y a pas eu pour le moment, à de très rares exceptions, comme WannaCry et comme d'autres, mais on manque d'informations, fort heureusement d'ailleurs, sur ces choses-là. Donc la question est d'avoir différentes benchmarks raisonnables, de pouvoir stresser aussi ces modèles. On parlait d'une calibration sur le fameux épisode WannaCry de 2017, ça c'est ce qu'on a choisi pour avoir un exemple classique, mais on pourrait calibrer la contagion sur d'autres épisodes, sur un 3 fois WannaCry, 4 fois WannaCry, avec également un modèle de sévérité qui pourrait être différent suivant les scénarios qu'on va regarder. On est sur de la construction de scénarios, donc il y a une part de conjecture. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question sur les travaux qui sont menés entre les risques managers et le gouvernement. Qu'est-ce que vous souhaitez comme couverture, comme garantie, et qu'est-ce qui doit être calibré encore ? Plusieurs choses, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, elle est digitale, elle va rester digitale, on va pas revenir au papier-crayon. Et ça, c'est une réalité que les entreprises ont aujourd'hui, elles se sont adaptées à ça, et elles se sont adaptées probablement beaucoup plus vite que les assureurs. Les assureurs sont en train de s'adapter en clarifiant leur couverture. Clarifiant, voilà, donc pour l'instant, ils clarifient. Demain, on espère qu'ils couvrent. L'idée, c'est qu'effectivement, on travaille ensemble à développer un écosystème qui permette justement de pouvoir développer les couvertures d'assurance. On l'a vu que les grandes entreprises, elles ont les compétences pour s'assurer, et elles s'assurent pour beaucoup, pas suffisamment. Et dans ce qu'on voit dans l'étude, ce qui nous inquiète, c'est que l'analyse qui est faite par les assureurs aujourd'hui, c'est on a perdu beaucoup d'argent, donc on va réduire la voilure, on va réduire les capacités, on va réduire les couvertures. Réduire les couvertures, augmenter les taux, c'est classique, c'est dans tous les cycles d'assurance, quel que soit le secteur. Réduire la capacité, c'est plus embêtant parce que les entreprises, elles ont besoin de plus de couverture, là où les assureurs réduisent leur couverture. Et en réduisant leur couverture, même en augmentant les taux, le volume de primes ne va pas significativement croître. Il va croître certainement, mais pas significativement, face à des sinistres qui sont de plus en plus sévères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans un cycle de volatilité et d'instabilité encore plus grand, face à un risque long terme, parce que pour les entreprises, ce risque cyber, c'est un risque long terme. Donc ça, c'est inquiétant. Et notre analyse, nous, à Amrail, c'est qu'on ne pourra pas équilibrer le marché uniquement sur les grands risques. Pour équilibrer le marché, il faut étendre la mutualisation au plus grand nombre d'entreprises, les petites et les moyennes, qui aujourd'hui ne sont pas assurées et qui n'ont pas forcément une grande maturité à la fois technique, financière et également assurantielle. Et donc les travaux que l'on mène aujourd'hui avec le ministère des Finances, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte collectivement de pouvoir trouver un environnement où les entreprises petites et moyennes qui sont, à notre avis, à l'enjeu pour les pouvoirs publics en termes de risques économiques, mais aussi pour les assureurs en termes de mutualisation, capables de pouvoir identifier leur dépendance au risque cyber,
faire en sorte d'avoir des choix de prévention qui sont raisonnables face à leurs besoins de prévention. Aujourd'hui, des standards de prévention, ça n'existe pas. Et que ces standards-là soient reconnus par les assureurs comme étant pertinents pour leur donner les conditions d'une souscription d'assurance sur ces secteurs-là. Et c'est ça l'enjeu, c'est de donner, et l'État a peut-être un rôle pour coordonner cet effort global, diffuser ces besoins d'identification, c'est soutenir les investissements en prévention et faire en sorte que ça sera reconnu par les assureurs. Alors, je pense qu'on va arrêter là. Je sais qu'il y avait peut-être quelques questions, donc si vous voulez, on peut y répondre juste. Mais bon, on va libérer tout le monde pour qu'on puisse aller aux autres ateliers. Mais on est à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup.